bonjour tout le monde. Mon nom est Olivier Laquinte et au nom de Talsom, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est donc aujourd'hui un deuxième chapitre dans la série Open Mic en collaboration avec le pôle d'innovation et de créativité HEC Mosaïque. Et on a le plaisir de recevoir Patrick Cohandet, professeur titulaire au département d'affaires internationales HEC Montréal. Bonjour Patrick. Bonjour. Et notre invité spécial, Stéphane Drouin, directeur général du Conseil québécois de commerce de détail. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Super. Donc, aujourd'hui, le sujet est évidemment particulièrement d'actualité compte tenu de la semaine dans laquelle on se trouve, notamment à Montréal et dans le Grand Montréal. Et donc, c'est la ville résiliente, mais du point de vue de l'entreprise. Quel rôle, en fait, une ville peut jouer dans un contexte de reprise économique, de retour au travail? Comment peut-elle revoir sa logique de fonctionnement en regard du citoyen travailleur et qui est incidemment aussi un consommateur? Et comment, de son bord, une entreprise doit adapter sa réalité au contexte actuel? En bon français, comment est-ce qu'on doit adapter ou définir notre customer journey qui, je pense, dans le contexte actuel ou surtout dans le contexte d'une ville, on pourrait parler d'un citizen journey. Si je peux me permettre, ma vision, en fait, d'un citizen journey doit démarrer réellement avec les besoins du citoyen qui est, comme je le disais, à la fois un consommateur, qui est aussi un employé. Et donc, pour être en mesure de développer une ville résiliente, on peut penser qu'il faut réellement partir du besoin de ces citoyens qui portent différents chapeaux à différents moments de leur vie et de leur journée. Maintenant, avant de passer la balle à Patrick et ensuite de ça à Stéphane, je rappelle un peu le format des Open Mic. L'objectif est d'avoir un dialogue, donc de ne pas être dans un volet monologue dans lequel on passe de l'information, mais d'être réellement capable de répondre à vos questions. Et si vous avez des interventions à faire, n'hésitez pas à le faire. Donc, à travers l'application Zoom, vous pouvez lever la main. Et mon rôle pendant la prochaine heure va beaucoup être de justement jouer le chef d'orchestre, donc des fois interrompre Patrick et ou Stéphane. Donc, vous m'excuserez d'entrée de jeu. Hein. C'est mon rôle des fois de faire intervenir les gens. Et donc, vous n'hésitez pas. En préparation à l'Open Mic, on a déjà reçu une vingtaine de questions des participants. Donc, on en a en banque et j'ai aucun doute qu'on va meubler l'heure qui est en avant de nous. Alors voilà, sans plus attendre, donc Patrick, quand on parle de ville résiliente, ça veut dire quoi pour toi, pour vous? D'abord, merci à toute l'équipe Talsom de l'invitation. Moi, je vous propose évidemment de cadrer peut-être la notion de ville résiliente, de faire un tout petit peu de recul historique sur les villes résilientes, de regarder un petit peu les mécanismes de la résilience dans la ville et puis évidemment d'ouvrir sur les notions d'entreprise dans la ville résiliente. Alors, d'abord, la résilience, j'ai trouvé une définition que j'aime beaucoup de l'ONU en 2009 qui dit qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est la capacité d'une société, d'une entreprise ou d'une communauté qui est exposée à une crise, évidemment de réagir, d'absorber la crise, mais surtout de rebondir en mettant en place de nouvelles solutions efficaces. Et la définition rajoute quelque chose de très important en conservant autant que possible ces valeurs fondamentales, qui sont évidemment des valeurs sociales et communautaires partagées. Alors pourquoi la résilience est importante pour les villes? On la trouve partout, la résilience. On la trouve pour les individus, on la trouve évidemment pour les entreprises, on la trouve pour une économie à l'échelle nationale. Mais pourquoi c'est important pour la ville? Parce que la ville, précisément, c'est une communauté partagée qui partage d'abord un espace, notamment l'espace public, qui partage un temps. On a des temps de vacances, on a des temps de traffic hours, on a des temps de congestion, on a des temps de plaisir, etc. Donc, ils partagent des temps, qui partagent également beaucoup, évidemment, de proximité, mais qui partagent aussi quelque chose que je trouve important, qui partagent de la joie collective.
La joie collective, c'est quelque chose d'aussi très important quand le Canadien gagne. Je ne parle pas de la Coupe Stanley, mais gagne, on est content. Quand il y a... On détesterait pas la Coupe Stanley, puis on va peut-être pas avoir l'avoir des cette chances année. de l'avoir cet été. Oui. Quand il y a un concert magnifique, quand il y a un spectacle de cirque qui est prenant, quand il y a dans des lieux religieux des musiques prégnantes, dans tous ces cas-là, on voit que la joie collective est importante comme un des facteurs de reconception de la ville. Juste un point historique peut-être, la notion de résilience est une marque des villes. Je suis français, vous le sentez. J'ai une admiration extraordinaire pour Paris. C'est une ville qui a vécu les incendies, qui a vécu les invasions, qui a vécu les révolutions, qui a vécu les guerres, qui a vécu évidemment les pandémies, qui a vécu les crues de la Seine. Cette ville-là s'est toujours régénérée, a réagi toujours de manière extrêmement positive à toutes ces crises, à tel point d'ailleurs que vous le savez, la devise de Paris, c'est « fluctuat nec mergitur ». C'est-à-dire, je suis ballotté par les flots, mais je sombre jamais. C'est la plus belle définition de la résilience, je pense, qu'on peut imaginer pour une ville. Montréal, c'est pareil. Montréal a réagi à des désastres industriels en reconceptant, par exemple, le bord du canal de la Chine. Montréal a repris à travers le parc Jean-Sébastien Bach, le parc Frédéric Bach, une ancienne carrière et un ancien dépôt d'ordures. Montréal a été capable de se régénérer dans certains domaines qui me semblent intéressants. Alors, aujourd'hui, les villes, évidemment, avec le Covid, ont toutes réagi de manière très profonde, tout un peu dans un premier temps avec les mêmes, je dirais, la même manière de faire. Et la même manière de faire, c'est évidemment en privilégiant ce que, par exemple, on appelle à Paris la circulation douce ou la circulation durable. Un exemple, la rue de Rivoli, qui est une rue extraordinaire à Paris. La circulation douce, ce sera l'ouverture de la rue de Rivoli uniquement aux piétons, aux bicyclettes, évidemment aux véhicules de secours, si possible électriques, aux bus, si possible électriques, et également, évidemment, aux livraisons, si possible électriques. Ces grandes artères, on les retrouve à Milan, on les retrouve à Amsterdam, on les retrouve d'une certaine manière, je sais qu'à Montréal, il y a plein de projets autour de la rue Sainte-Catherine qui vont dans le même sens. Et ces grandes artères rejoignent aussi la construction de promenades urbaines, comme on en voit évidemment à Paris, comme on en voit évidemment à New York à travers le High Line. Et on sait que, par exemple, à Montréal, il y a des projets d'une promenade urbaine entre le fleuve et la montagne, qui est un projet qui semble tout à fait intéressant et magnifique. Exemple de résilience pour une ville, j'ai trouvé que l'exemple le plus remarquable, peut-être, c'est l'exemple de Vilnius. Vilnius, c'est la capitale de Lituanie, c'est un petit pays, pas beaucoup de millions d'habitants. C'est une ville magnifique, c'est une ville baroque. C'est une ville où le centre-ville est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un peu une petite Vienne, si vous voulez. Et le centre-ville de Vilnius, c'est énormément d'activités, des restaurants, des dentistes, des magasins évidemment de commerce, etc., qui sont tous dans des caves. C'est-à-dire que pour aller, il faut rentrer dans une cave, c'est au fond des immeubles. Les restaurants sont magnifiques, mais au fond de cave, et c'est impraticable avec le Covid. Alors, ce qu'a décidé la ville de Vilnius, c'est de mettre tout le monde en plein air, de remplacer les villes par les restaurants sont en plein air, les dentistes sont en plein air, les couturiers sont en plein air. Et aujourd'hui, Vilnius est très fier, en plein Covid, de dire « nous sommes le plus grand café du monde ». Parce qu'évidemment, tout le monde respecte les distances, tout le monde respecte, c'est un des pays qui a été le moins touché par la crise du coronavirus. Et donc, c'est des exemples qui sont, je pense, inspirants, que l'on pourrait imaginer décliner. Comment Patrick, appelles-tu la ville? Vilnius, V-I-L-N-I-U-S. Vilnius, V-I-L-N-I-U-S. OK, merci beaucoup. Voilà. Alors, troisièmement, je voudrais insister sur les mécanismes de la résilience. Donc, on voit la résilience très importante pour les villes. Les mécanismes de la résilience, il y a trois choses principales. Premièrement, la crise, elle s'attaque toujours aux maillons faibles. Le maillon faible, ça a été souvent les quartiers insalubres,
Le maillon faible dans cette crise du Covid, c'est évidemment les personnes âgées. Et ça a mis évidemment en plein regard le besoin de repenser complètement la manière de prendre soin des personnes âgées. Le mot prendre soin ici est important parce que pour la première fois, avec cette crise-là, en dehors d'une économie toujours performante, on parle beaucoup de l'économie du care. Je trouve que si... moi, je regrette beaucoup qu'on ne se fasse plus de bises, je regrette beaucoup qu'on ne se fasse plus de gros hugs, je suis un grand partisan de tout ça, mais tout le monde dit aujourd'hui, prends bien soin de toi. On ne dit plus bonjour ou bonsoir, on dit prends bien soin de toi. Ça, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on est rentré dans une idée que le care, notamment pour les personnes âgées, prendre soin, devient un des facteurs de la collectivité qui importe le plus. Ça, c'est évidemment très important. Deuxième mécanisme pour la résilience, c'est ce que j'appellerais le fait que toutes les solutions nouvelles qu'on met en place, vous le voyez pour vous, par exemple, le télétravail, les réunions, la livraison à domicile, toutes ces solutions-là, elles étaient déjà existantes, elles étaient latentes quelque part. Autrement dit, la redéfinition de solutions nouvelles, c'est essayer de prendre dans ce qu'on avait pratiqué dans le passé, mais qui était un petit peu caché, qui était un petit peu tacite, qui était un petit peu pas évident à avoir, de le mettre au premier plan. Et ça devient évidemment quelque chose qui est extrêmement important, qui oblige notamment les managers à énormément d'improvisation créative, mais aussi avec l'accord de tous. Et ça m'amène à un troisième point que je trouve vraiment peut-être le plus important, c'est que pour que ces solutions nouvelles qui étaient latentes deviennent aujourd'hui dominantes, deviennent faites un accord commun, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on peut appeler en économie le bien commun. C'est-à-dire le bien commun, c'est l'accord commun sur ce qu'on doit faire ensemble. Je vais prendre juste un exemple qui me semble important. Il y avait évidemment des règles anciennes pour, quand on allait voir un médecin, de prendre rendez-vous, d'avoir une liste d'attente, etc., etc. Il s'est passé un changement dans ce commun qui était pratiqué par tout le monde, qui est avec l'état, évidemment, de ce qui s'est passé avec le coronavirus. Il y a un décret d'urgence qui a été pris le 14 mars par le gouvernement du Québec. Et ce décret d'urgence, c'est d'ouvrir la porte à la télésanté, de se dire qu'un médecin peut vous prescrire, par exemple, une ordonnance online. C'est majeur. C'est majeur parce qu'on est en train de redéfinir complètement une entente commune de ce qui se passait avant pour mettre en place les nouvelles solutions. Cette redéfinition des communs, ça me paraît vraiment, vraiment essentiel pour comprendre ce que c'est que la résilience. C'est être capable de s'accorder sur de nouvelles manières de faire, pour ainsi dire. C'est très intéressant. Puis je pense que cette notion-là de redéfinition du commun fait une belle passerelle vers Stéphane qui, évidemment, dans le domaine du retail, est très frappé, évidemment, dans toutes nos habitudes de consommation et de vie. Bien, effectivement, merci Patrick, vraiment intéressant et inspirant. Il y a des éléments qui me rejoignent beaucoup dans ce que j'avais prévu parler. Et dans le fond, quand on regarde, vous avez parlé de la ville, je vais partir du macro, je vais aller au micro. Quand on parle de la ville, donc la ville a une dynamique qu'on voit à Montréal, mais qu'on pense à chaque ville à travers le Québec, dépendamment de sa grosseur. Elle joue un rôle à travers ses citoyens, elle joue un rôle aussi dans son environnement. Et le commerce de détail aussi vient amener un rôle dans cette dynamique-là. Vous avez parlé du plaisir collectif partagé. Je pense que c'est intéressant. On l'a vu dans les derniers jours avec la réouverture des commerces à Montréal. On l'avait vu en région avant. Le commerce et l'action de magasiner fait partie aussi des plaisirs. Et puis on l'a vu cette semaine dans les retours en magasin. Les gens avaient hâte d'aller magasiner, même si c'était un peu plus contraignant, mais il avait hâte d'aller revivre cette expérience-là, le plaisir d'aller en magasin et tout ce que ça amène. Puis je pense qu'il faut regarder le commerce pour ce qu'il joue aussi comme rôle dans une communauté. Il joue un rôle autant de commodité qu'il joue un rôle de plaisir. Aller au dépanneur, c'est peut-être pas un plaisir.
aller dans une boutique de vêtements, ça l'est probablement un peu plus. Donc, le commerce vient s'insérer dans une dynamique de communauté qui est importante. Puis, ce qui est important, c'est de penser aussi à la saveur qu'amène dans un quartier. Vous parlez des besoins de la communauté. Je pense que chaque commerce est le reflet d'une communauté qui s'installe, autant parce qu'elle répond à des besoins de commodité, elle répond, vous avez parlé des valeurs fondamentales. Je pense que les quartiers ont des valeurs fondamentales aussi. Puis le commerce vient être le reflet de ces valeurs-là. Si on regarde les commerces qui sont sur le plateau Mont-Royal, très différents des commerces qui sont dans Petite-Italie, et pourtant, on est toujours à Montréal, mais avec des quartiers qui ont des valeurs et une inspiration différente. Et pour moi, le commerce amène un peu l'épice dans le quartier pour amener de la saveur. Puis le commerce joue deux rôles aussi. Il joue un rôle de proximité par rapport aux commerçants, mais il joue un rôle aussi de destination pour attirer des citoyens d'ailleurs qui veulent vivre une expérience commerciale. Donc, aller sur le plateau, aller au centre-ville, pour quelqu'un de Montréal ou dehors de Montréal, ça peut être une expérience intéressante. Aller dans Petite-Italie, ça en est un autre. Donc, moi, je pense que dans une action de résilience comme ça par rapport à une ville, c'est important de comprendre quel rôle joue le commerce dans l'écosystème du quartier de la ville. Et ça, je pense que Montréal a une belle réflexion à faire. Je crois que la structure des SDC présentement présente à Montréal va répondre beaucoup à ça et je pense que ça va redéfinir leur rôle aussi par rapport à ça. Un des éléments que je pense qui est important, que j'ai remarqué beaucoup depuis le début de la crise, c'est que cette crise-là devient, puis ça touche un point que vous avez abordé, Patrick, elle devient un accélérateur. Elle devient un accélérateur du bon, mais elle devient un accélérateur aussi du moins bon. Alors, tout ce qui était, vous avez parlé de tendance, vous avez parlé de besoins latents ou moi, je pense qu'il y a des tendances, il y a des enjeux qui étaient émergents ou qui étaient latents, mais qui étaient quand même présents. Puis, entre autres, reliés au commerce, on le voyait, les locaux à Montréal de plus en plus vides, les problèmes des loyers commerciaux à Montréal qui est un gros enjeu, le problème, l'augmentation du commerce en ligne qui n'a pas commencé le 12 mars, là, qui était un phénomène depuis quelques années. L'enjeu de l'achat local, qui est aussi un élément qui était probablement latent. Tout aussi, je pense que ce qu'on le voit cet été, la crise va laisser aussi un espèce de sentiment de retour sur soi. Je ne dis pas le soi nécessairement individuel, mais aussi le soi collectif. Et donc, tout le retour à l'achat local, mais aussi, on le voit, les gens cet été vont se dire, ben là, je vais retravailler mon maison, je vais retravailler mon environnement, je vais retourner acheter dans la communauté, je vais acheter plus local. Fait qu'il y a des tendances émergentes qui étaient là ou latentes, je pense, qui deviennent vraiment pertinentes. Puis, le défi, puis les enjeux aussi est important. Je parle des enjeux des baux commerciaux, des loyers commerciaux. Là, c'est un des éléments majeurs de la crise actuelle de commerce de détail qui n'est toujours pas réglé, mais c'était déjà un problème. Les taxes foncières à Montréal, entre autres, sont un problème dans les loyers commerciaux. Donc, il y a différents éléments que cette crise-là va accélérer. Et je pense que le défi qu'on a dans cette action de résilience-là, c'est de voir lesquels on veut voir vraiment porteuses du futur et de la nouvelle réalité qu'on va mettre en place. Moi, je le vois vraiment comme ça. Si on regarde, Montréal a quand même des quartiers qui étaient en pleine expansion. On pense à des quartiers comme Griffintown, qui étaient en pleine expansion. Hochelag aussi, qui est un quartier intéressant. Par contre, il y a des quartiers qui étaient des quartiers, excusez-moi l'anglicisme, mais flagship avant de Montréal, comme la rue Saint-Denis, la rue Saint-Laurent, qui sont en perte. Alors, est-ce que le phénomène va s'accélérer ou le phénomène va plutôt ramener à un constat, d'une prise en charge de Montréal, de revoir les choses? On voit les actions qu'ils sont en train de prendre. J'espère qu'elles vont être porteurs de belles choses futures. Puis, je pense que, tantôt, vous parliez des maillons faibles. Moi, ce que je remarque, entre autres, dans le commerce, c'est la loi de la nature qui s'installe. Les plus faibles vont partir en premier. Les plus forts vont être plus forts, puis dans le milieu, bien, ça va aller d'un bord ou de l'autre. Je pense que c'est la capacité d'adaptation des commerçants, des organismes de soutien aussi autour, va permettre l'émergence de quelque chose de nouveau. Puis moi, je pense qu'il y a une nouvelle réalité qui est en train d'émerger. Puis le défi qu'on a dans cette action de résilience-là, puis c'est vraiment tout le fondamental de la résilience, c'est d'avancer sans savoir la suite, qui n'est pas tout à fait définie, mais on a la capacité aujourd'hui de la définir, cette suite-là. Et vous avez parlé de valeurs fondamentales. Patrick, ça me rejoint beaucoup par rapport à ça. J'aime beaucoup ce que tu dis, puis je pense qu'on a une première question, là, quelqu'un qui lève la main. Donc, quand on parle de quel défi veut-on voir devenir porteur, je trouve ça intéressant.
comme notion et même en quelque part peut-être un peu qui nous emmène justement à réfléchir sur quoi est-ce qu'on veut s'attaquer. Donc, première question de M. Ricoul. Alors, allez-y. Oui, bonjour, c'est Stéphane Ricoul. Stéphane et Patrick, sérieusement, là, merci pour vos deux introductions. C'était ultra pertinent, mais ultra inspirant également. Puis, je m'apercevais que vous mettiez sur un pied d'égalité, dans le contexte d'une ville résiliente, à la fois le citoyen, l'individu, consommateur, travailleur, puis à la fois l'entreprise, puis particulièrement le commerce de détail. Mais là, je me pose sérieusement la question. Une ville résiliente, je me mets, OK, je suis Valérie Plante. Je priorise quoi? L'entreprise ou le citoyen quand je me dis ville résiliente? Je peux commencer parce que une question lourde de conséquences, alors allons-y. C'est une question quasiment piège. Patrick mettre la table, après ça, je récupérerai au besoin. Je suis convaincu un peu par les travaux qu'on mène à Mosaïque avec mon complice Laurent Simon. Je suis vraiment convaincu que la solution, c'est pas uniquement le citoyen, c'est pas uniquement la puissance publique, c'est pas uniquement l'entreprise, c'est tous ensemble. C'est absolument tous ensemble. C'est-à-dire que la solution viendra en interagissant tous ensemble sur la mise en place de solutions nouvelles. Je ne sais pas, il y a plein de choses. Aujourd'hui, l'un des problèmes qui devient majeur avec tout ce qui vient de se passer, c'est un peu ce qu'on appelle le last mile delivery en anglais, c'est-à-dire le problème du dernier kilomètre. Ouais. C'est un problème terrible. C'est un problème qui fait que si les gens vivent un peu plus chez eux, mais dans leur voisinage devient très important, on va livrer les paquets. Ces paquets vont être livrés à quelle heure? Les gens ne sont peut-être pas là. S'ils ne sont pas là, on sait qu'on est à la merci de ce qu'on appelle en anglais les Porsche pirates, les pirates de Porsche qui vont piquer les paquets, partir avec. Et donc, tout ça amène à une reconception de l'espace ultra-local qui suppose évidemment beaucoup de technologies, mais aussi d'entreprises qui vont fournir des services, des logiciels, des manières de traiter les choses, des manières de s'occuper des personnes âgées, etc. Et donc, la solution viendra nécessairement d'une interaction entre entreprises, pouvoir public et en fait communauté pour trouver des solutions locales. Par rapport à ce que tu dis là, Patrick, ça m'emmène justement tu parlais tu parles d'interaction, last mile delivery. Est-ce que il y avait une question de Grégory Caspar ou de Greg Caspar, je m'excuse, qui a été posée, qui était est-ce qu'une ville résiliente doit être une ville plus technologique, une smart city? Donc, est-ce que justement la technologie est au centre de ces villes résilientes-là? Je réponds, puis je laisse Stéphane après. Non. La technologie permet et les collectivités décident. Je crois que c'est vraiment fondamental. Je ne sais pas, je donne juste un exemple. La communauté de Montréal, tout le monde aura envie de retourner dans des spectacles. Tout le monde aura envie de retourner, je ne sais pas, sur la place des festivals. Tout le monde aura envie de retourner au stade olympique. Bien sûr, pour le faire, il faudra espérer que la technologie va nous aider. Alors, la technologie soit médicale par évidemment un vaccin, soit sinon, on a pris l'habitude. On a des portiques qui sont des portiques qui, aujourd'hui, pour rentrer dans un stade, voient si on a une arme, etc., parce qu'il y a eu des problèmes d'attentat. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On a le virus, mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, dans ce portique, vérifier une température, etc. Et donc, oui, la technologie peut aider, mais la volonté sociale d'exprimer sa joie, etc., c'est fondamental. C'est-à-dire que la technologie doit aider, permettre, assister, mais la résilience de la ville a toujours été sociale. Je ne sais pas, juste un dernier exemple, à nouveau parisien. À Paris, les gens étaient confinés dans les caves et dansaient du jazz avec Boris Vian, etc., dans le quartier latin. Et puis, quand il y a eu la libération, ça a été une véritable explosion. C'est-à-dire que les gens se sont rencontrés dans les cafés, etc. C'est la vie sociale qui fait la résilience.
la technologie le permet, bien sûr, mais c'est la vie sociale qui fait la résilience. C'est important. La technologie va aider. Stéphane, de ton côté, du côté des commerçants, quel est leur point de vue par rapport à ça? Bien, je pense que de façon générale, la technologie est toujours un outil dans le coffre et non une fin en soi. Puis trop souvent, on met la technologie en avant de la stratégie, on met la technologie en avant de l'objectif et on marche à l'envers. Puis moi, je pense que c'est dans un contexte de ville résiliente et de commerce résilient. Moi, je suis commerçant aujourd'hui, puis je vais vous donner un exemple. Je parlais avec Jean Bédard, le président de la Cage au Sport. Jean Bédard, le 12 mars au matin, venait de présenter son plan stratégique à son conseil d'administration avec tout son plan de croissance pour les 5 prochaines années. Il a fini son rencontre à midi, il prenait son lunch dans son bureau. À 1h l'après-midi, il ouvre la télé, il voit le premier ministre qui annonce la pandémie au Québec et la fermeture de tout, incluant là, il voyait la fermeture des restaurants qui s'en venaient. Jean Bédard a mis son plan dans son tiroir. Il dit, OK, on va vivre avec la situation, on va s'adapter. Et il me disait, moi, je réalise qu'il faut que j'accélère. Je dois changer, je dois adapter ma mission. On n'est plus des restaurateurs, on est des fournisseurs de nourriture. Et je dois adapter aussi mes projets que j'avais dans 5-10 ans d'intégration technologique. Je vais les accélérer parce qu'ils vont répondre à un besoin actuel de virage. Je vais les accélérer dans les 6 à 24 prochains mois. Je pense que la technologie est vraiment un outil, mais si ce qui porte la résilience, c'est beaucoup le rêve. C'est l'espoir d'aller quelque part. Puis moi, j'aime bien le principe de Stockdale, là, où est-ce que c'est vraiment, c'est de dire un jour, on va sortir de là, puis quand je vais sortir, je vais être comme ça. Mais je ne sais pas quel jour. Je ne sais pas quel jour la crise, on le sait, on n'a pas de deadline, on n'a pas de compteur, mais on sait qu'un jour, on va sortir de crise. Puis moi, la première chose que j'ai écrit sur mon bureau, j'ai écrit comment je veux être à la sortie de la crise. Et je pense que pour un commerçant, pour une ville, cette résilience-là est la question fondamentale. Là, quand tu es dans ton sous-sol puis il y a 2 pieds d'eau, ben c'est pas le temps. C'est pas le temps de. Excusez, ma connexion est plus faible. C'est pas le temps de commencer à penser à quelle couleur tu vas mettre la prochaine décoration du sous-sol. Il dit, premièrement, il faut que tu arrêtes l'eau de rentrer, il faut que tu baisses l'eau, il faut que tu nettoies, puis après ça, tu vas repenser à la nouvelle décoration. Mais présentement, on a encore beaucoup d'eau dans le sous-sol. Là. Mais il faut quand même commencer à penser en parallèle où est-ce qu'on va sortir. Et je pense que la technologie va venir servir ce projet-là. Projet de ville, projet de quartier, projet de commerce, projet d'entreprise. Puis tu sais, pour répondre à la question de Stéphane tantôt, en parallèle, moi, je vois le fiasco de Montréal présentement dans certains quartiers avec toutes les rues piétonnières, puis les pistes cyclables et tout ça. Puis regardez, la petite Italie, ils n'ont pas consulté de façon significative les commerçants. Et finalement, ils sont obligés de reculer dans le projet parce qu'ils ont fait un projet en fonction des citoyens, mais ils n'ont pas tenu compte des autres éléments de l'écosystème. Alors moi, comme dit Patrick, tous ces éléments-là doivent travailler ensemble de façon... C'est tout interrelié. Fait que c'est important de travailler dans ce sens-là aussi. Puis, il y a quelque chose, encore une fois, un beau lien à une question qui est posée quand tu parles du fait qu'on est encore dans la crise, là, malheureusement. On est encore dans la crise. Il y a encore de l'eau dans le sol. On a les pieds dans l'eau. Évidemment, le télétravail est un sujet d'actualité. On apprend encore à travailler en mode télétravail. Moi, aujourd'hui, je suis venu au bureau, puis je suis évidemment le seul ici. Et il y a une question de Sophie Rioux-Hébert qui demande quel impact aura l'augmentation du télétravail et du magasinage en ligne sur les espaces de bureau, de commerce, que faire avec ces espaces commerciaux-là, puis les bureaux en surplus, comment... Et donc, ça me ramène un peu à ce que tu disais, Stéphane, quand tu dis, bien, comment je veux être au sortir de la crise? Alors, comment on ramène ça, justement, et comment on conjugue le maintenant, qui, OK, tout le monde est en télétravail, avec le futur, bien, OK, comment on va s'organiser comme ville en tenant compte, justement, de toutes ces parties prenantes-là? Bien, je vais me permettre de revenir sur un point que Patrick disait tantôt quand on a parlé quand il parlait de la télémédecine.
Le télétravail est un autre bel exemple. Quand je parlais tantôt de tendance émergente, ça fait quelques années qu'on le voit que les employés réclament davantage de télétravail et il y avait un mur de la part des employeurs de ne pas le permettre ou de peu le permettre. La crise a brisé le mur. La crise a brisé le mur de la télémédecine. Pour avoir des amis dans le secteur qui me disaient la télémédecine, ça arrivera, ça va être loin parce que c'est compliqué. Puis, bon, on a brisé le mur. Fait que là, c'est vraiment une tendance qui va prendre sa forme. On n'a pas défini dans quelle forme elle va vraiment s'installer. Ça, c'est le défi de la boule de cristal, c'est qu'elle est très embuée. Fait que le télétravail va être là. C'est certain que si on le voit d'un point de vue Montréal, au niveau urbain, il y a un gros enjeu pour le centre-ville de se redéfinir par rapport à ça, de certaines sections, entre autres comme le centre-ville. Le commerce en ligne était aussi une tendance émergente. Il y avait des enjeux. Patrick parlait du last mile, tout ce qui est la logistique de distribution, tout ce qui touche l'accès aux détaillants, aux technologies. Il y a plein d'éléments qui étaient des barrières qui sont en train de se briser. Et là, on va devoir intégrer ça dans un projet encore là. Toute la distribution de last mile, effectivement, c'est rendu une problématique, mais tout ce qui touche la logistique, donc la ville, va devoir définir. Moi, je pense que toute part du rêve qu'on veut amener, là, on met des pansements sur les bobos présentement là, pour être capable que cet été, ça soit viable à Montréal, puis tout ça. Mais certainement que dans un plan de relance que la Ville est sûrement en train de réfléchir, il va y avoir à redéfinir tout un projet de société par rapport à justement ces tendances-là qui sont émergentes, mais qui ne sont pas nécessairement négatives. Il faut savoir comment on va les intégrer dans notre nouvelle ville de Montréal avec le commerce, avec les bureaux et tout ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment un projet porteur à mettre autour de ça. Je peux juste peut-être me permettre de commenter aussi, en tant cette fois-ci peut-être qu'universitaire, sur le télétravail. Vous imaginez bien que HEC Montréal, comme partout dans le monde, les cours aujourd'hui, c'est 100% online. On donne des cours online. Ça va bien, on s'est adapté, on fait ce qu'on peut. Là, sans doute la rentrée va se faire aussi online, mais je discute avec beaucoup de mes étudiants, et online bien sûr pour l'instant, et ils disent ça ne peut pas durer. On a besoin de voir un prof, on a besoin d'être présent. On a besoin justement d'expérimenter des joies collectives dans un amphithéâtre avec un beau discours, etc. On a besoin de se retrouver dans une cafétéria, etc. Et donc, on a besoin de travailler ensemble de manière évidemment non virtuelle. Et donc, on est évidemment à rechercher à l'université, mais je pense que c'est partout pareil, un équilibre entre le online et le présentiel. Mais le présentiel a évidemment beaucoup d'avenir. Le présentiel a beaucoup d'avenir. Le online va effectivement permettre, le télétravail va permettre, par exemple, d'avoir peut-être moins de monde sur les routes aux heures de pointe, etc. On peut jouer beaucoup au niveau de la ville là-dessus. Le télétravail peut avoir des choses incroyables. Le télétravail, aujourd'hui, tout le monde prend à peu près sa retraite à 65 ans parce que on faisait l'effort physique de travailler, etc. Si on travaille aujourd'hui sur des ordinateurs et qu'on peut faire du télétravail, cette limite physique de 65 ans ne tient plus. Et donc, on peut imaginer que le télétravail va pouvoir prolonger la contribution d'énormément de travailleurs, de quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine, à leur entreprise. Et donc, changer complètement les modalités de travail collectif. Et donc là, on est devant, je pense, un tsunami, mais un tsunami qui peut être tout à fait positif. La même chose dans le commerce. On l'a vu cette semaine, puis on l'a vu dans les dernières semaines en région. Malgré le commerce en ligne, malgré que les gens pouvaient acheter plein de choses en ligne, les gens avaient hâte de retourner en magasin, de vivre une expérience physique avec quelqu'un qui allait les conseiller, de pouvoir voir, toucher des produits. Puis c'est comme le télétravail, cette espèce de... Puis comme l'école, l'expérience physique va retrouver un nouvel équilibre avec l'expérience en ligne, mais c'est pas, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. C'est juste une tendance qui s'est juste consolidée, puis il y a ce nouvel équilibre-là qui va se replacer après cette période chaotique-là. Là. Puis, il y a une question qui a été posée par Anne-Christine Boudreau, qui est « Qu'en est-il des milieux ruraux? » Donc, justement, quand on parle des changements, des tendances, des changements dans les
dans les relations et les relations humaines, évidemment, dans les gens qui sont à l'intérieur d'une ville, qui sont des employés, des consommateurs, et ainsi de suite, mais aussi dans différentes villes. Comment vous voyez ça? Est-ce que la place des milieux ruraux va changer? Puis comment on ramène ça à la résilience d'une ville? Puis avant que vous vous lanciez, je me permets juste de dire aux gens, n'hésitez pas, hein, si vous voulez, moi j'ai la liste de vos questions, mais si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, vous levez la main dans Zoom, puis je vous donne la parole. Alors, excusez-moi, donc, milieux ruraux, villes, comment, comme évidemment, qui sont dépendants les uns des autres, là, mais est-ce que ça va changer les rapports? Je peux juste donner à nouveau mon expérience française. J'ai lu récemment un certain nombre d'articles assez étonnants sur le fait que si évidemment la crise actuelle pose un problème au niveau du prix de l'immobilier partout dans le monde, il y a un domaine où ça marche très très bien, c'est ce qu'on appelle en France les résidences secondaires, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une maison à la campagne avec un petit bout de jardin, etc., surtout avec le télétravail. Et donc, l'article concluait sur une nouvelle connexion entre la ville et la campagne, une nouvelle mode des citoyens de vivre entre eux. Et finalement, au départ, on se méfie un peu des Parisiens qui venaient porter peut-être éventuellement le virus, mais ils sont un peu confinés, ils ont tout respecté, et maintenant, les ruraux veulent les garder. Et donc, il y a de nouvelles relations de proximité sociale qui sont très intéressantes et qui lient justement ville et ruralité. Alors, c'est un cas qui est peut-être uniquement français, mais il est important, il est vraiment très significatif. Moi, sous ce petit look de banlieusard montréalais, se cache un fondamental beauceron. Donc, quand vous parlez des milieux ruraux, c'est quelque chose qui me touche quand même beaucoup. Puis, quand je regarde la réalité du commerce en région, est très différente de Montréal. En région, si on regarde l'historique, avant, on avait, dans chaque petite ville du Québec, on avait l'avenue principale où tous les commerçants étaient présents. Aux années 80, les centres commerciaux sont arrivés. Ça a vidé beaucoup les centres-villes, les petits centres-villes. Et depuis, je dirais, une dizaine d'années, les grands magasins, les Walmart de ce monde, se sont installés dans les principaux centres urbains au Québec et ça a encore changé la dynamique. Mais ce petit commerce local qui a quand même survécu à travers la crise, selon moi, dans les tendances actuelles, dans justement cette résilience de retour sur soi un peu, soit avec un grand S, là, du commerce local, qui va redonner une saveur et répondre aux besoins d'une communauté. Puis je pense qu'il y a un sentiment de fierté à travers ça qui va ressortir. Moi, je suis convaincu que dans les prochaines années... Oups, on perd Stéphane un peu. Donc, on va enchaîner. On parle des commerces aujourd'hui, on parle de la place de l'entreprise dans la redéfinition peut-être de la ville. Comment est-ce qu'on peut diriger? Quelle place du public versus, donc public, là, parlons des urbanistes versus les promoteurs privés? Quelle cohabitation, Patrick, vous voyez? Comment on peut faire cohabiter ces deux, des fois, intérêts-là qui vont être divergents? C'est pas l'histoire que j'aime bien, je vais aller très très vite, que j'aime bien raconter, c'est ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous le connaissez, avec le High Line à New York. Le High Line, c'est une espèce de grande structure de béton sur laquelle il y avait des trains qui occupaient la 10e avenue. Et puis évidemment, des promoteurs avec l'ancien maire de New York ont décidé de faire une autoroute urbaine qui allait traverser New York. Et là, les communautés locales se sont animées et se sont dit non, nous, on veut pas être coupé. Par exemple, on pouvait même pas aller, s'il y avait une autoroute urbaine, on imagine qu'un habitant pouvait même pas aller traverser la rue pour aller acheter son pain comme il le faisait avant. Ils ont dit non, on veut faire complètement autre chose. Et ils ont réussi à s'associer entre eux et à faire en sorte qu'aujourd'hui, ils ont construit, on n'a pas d'abord détruit la structure ferroviaire, on a fait une gigantesque promenade urbaine qui est la plus grande promenade urbaine du monde, grâce à une interaction de communautés locales
qui a fini par convaincre les promoteurs, ah ben finalement on pourrait mettre des restaurants là, on pourrait faire des jolies maisons, etc., etc. Et donc il y a eu une, comment dire, une initiative locale, communautaire, qui a pris en charge ce quartier et qui a fait valoir en quelque sorte sa vision, qui est une vision profondément sociale. Alors c'est un exemple extrême. Je ne suis pas certain qu'il soit si extrême que ça. Je pense que dans certains quartiers de Montréal, vous avez parlé de la petite Italie, etc., on a des initiatives locales. Il faut évidemment que les pouvoirs publics soient à l'écoute et donc et évidemment que les promoteurs soient à l'écoute pour être, je pense, capables de réaliser des œuvres, des localités qui sont accueillantes et intéressantes. Je pense que tu es sur mute, Stéphane. Excusez, je partage vraiment ce que Patrick disait, puis il me vient en tête autoroute sur le cruise control, puis qu'on roule à 120, puis que ça va bien. On a encore des difficultés, Stéphane. Oui, excusez-moi. Voyons. C'est des choses qui arrivent. Excusez. Non, j'allais dire, quand on est, la crise actuelle met tout le monde en mode de survie. Quand on est en mode de survie, on est très vigilant, beaucoup plus vigilant normal, où tout va bien, puis on a les gardes baissés. Et je pense que présentement, comme individu, comme entreprise, comme collectivité, on a les gardes bien montés et on va être beaucoup plus vigilant. Puis on l'a vu dans la réaction qu'il y a eu à Montréal sur la petite Italie, de ce qui se passe. Et je pense que cette vigilance-là va être porteur pour les prochains projets qui vont se développer. J'ai l'impression qu'il va y avoir une beaucoup plus active de résistance à des projets qui pourraient... Ça coupe encore un peu, mais il y a un mot que je viens de capter qui est résistance, et ça m'emmène à une autre question qu'on a, qui est, est-ce qu'il existe une limite à la résilience des villes? Est-ce qu'on pourrait l'atteindre, cette limite-là, à travers la crise? En fait, si limite il y a, premièrement. Wow. Ça, c'est une question terrible. Comment dire? La vraie limite à la résilience de la crise, c'est la destruction de la ville. De la ville ou de la vie? Oui, c'est Pompéi, c'est, comment dire, d'une certaine manière, pour revenir à Paris, vous savez que Hitler voulait détruire Paris. Et c'est le consul de Suède qui lui a dit, vous allez détruire Paris peut-être, vous pouvez le faire, c'est sûr, mais Paris va vous hanter, parce que Paris sera toujours vivant. Et donc, la ville est toujours vivante, même si en quelque sorte, elle est vivante par la légende, etc. Et donc, la résilience, bien sûr, la résilience de la ville a des limites, mais je voudrais vraiment insister sur un point qui est une ville, c'est une valeur collective extraordinaire, unique, et cette valeur-là, elle se perpétue comme une espèce de marque à travers le temps, sur laquelle on ne peut pas avoir tellement comment dire, de destruction. Et la place on a parlé des commerces, la place des entreprises, des entrepreneurs dans cette résilience-là, dans la redéfinition d'une ville, comment vous la voyez? Comment vous la voyez opérer? Comment on écoute les dirigeants, les dirigeantes d'entreprises dans leurs besoins, dans leurs moyens? Je laisse après Stéphane, mais juste peut-être un exemple. Je sais que on travaille beaucoup avec Burks, que vous connaissez à Montréal, qui sont situés Square Phillips, à côté de la baie, dans une zone qui est évidemment très intéressante, y compris évidemment pour le commerce. Et je sais que toute l'équipe de Burks, l'équipe de la baie, les citoyens locaux, des entreprises locales sont en train d'essayer de donner un véritable projet de réhabilitation du Square Phillips, projet très vert de réhabilitation du Square Phillips. Et là, on voit en quelque sorte, c'est évidemment pour le bénéfice aussi de Burks, mais c'est aussi pour le bénéfice du citoyen, mais c'est aussi pour le bénéfice de Montréal. Et donc, il y a l'entrepreneur n'est pas simplement dans son immeuble
à gérer son business. L'entrepreneur est aussi dans son quartier, ouvert à des idées et essaye de valoriser son quartier. Je crois que l'idée que l'entreprise va aussi essayer de valoriser son quartier, on le voit, je ne sais pas, on peut prendre l'exemple d'Ubisoft dans ce qu'a fait dans le Myland, etc. Ils ont eu un effet considérable de valorisation du quartier. D'une certaine manière, ce qu'on essayait de faire avec le quartier du cirque est la même chose. D'une certaine manière, évidemment, Espace pour la vie, c'est la même chose. Ce sont des entrepreneurs qui ne sont pas simplement en train de gérer leur propre, il faudra toujours évidemment entreprise, ces entrepreneurs qui sont aussi en train de gérer leur quartier pour permettre aux gens d'être attirés à venir dans le quartier et à donner une valeur à l'environnement dans lequel ils se situent. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. On pourrait prendre, et à Montréal, il y a plein d'exemples d'entreprises qui jouent un rôle majeur sur ce point-là. Je pense que les deux questions, Olivier, vont ensemble. Tu sais, je pense que la résilience de la ville, on est condamné à survivre ensemble. Puis la résilience de la ville est aussi grande que sa capacité de garder les maillons de la chaîne ensemble. Parce que la journée que les maillons de la chaîne débarquent, la résilience de la ville, si le commerce débarque, prenez-le comme ça, la journée qu'un quartier, une rue commerciale devient vide, c'est moins attrayant pour les résidents du quartier. Le quartier, c'est une spirale descendante. Le quartier descend, la qualité de vie diminue, la qualité des citoyens diminue, le quartier devient de plus en plus difficile. Et puis là, dans le fond, le quartier va s'effondrer. C'est la même chose pour une ville. Et c'est le défi d'une ville comme Montréal, mais comme partout ailleurs au Québec, de s'assurer de garder son écosystème qui travaille ensemble. La journée qu'il y a un maillon qui débarque de la chaîne, c'est là que la capacité d'une ville de continuer va être à risque. C'est comme ça que je le vois. Puis, dans les exemples que vous donniez, Patrick, quand on parle du Cirque du Soleil, on parle donc d'entreprise, si on veut locale. Donc, ça m'emmène, je me permets de poser une question et de faire le lien, en fait, vers toutes l'achat local, la sensibilisation au niveau de l'achat local, de garder, si on veut, les sièges sociaux ici. Est-ce que c'est un facteur de résilience des villes à travers justement les entreprises et l'entrepreneuriat, donc un élément auquel on doit porter une attention particulière? La réponse est oui, bien sûr, dans la mesure où l'ultra-localité va devenir importante, de plus en plus importante. Donc, c'est sûr de garder une partie des forces locales, j'allais dire un peu sous contrôle, est une bonne chose. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas oublier que les multinationales, on dit beaucoup de mal des multinationales, mais les multinationales ont appris dans la crise quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que elles ne sont pas simplement là pour s'implanter quelque part, prendre les ressources locales et partir si ça va moins bien. Elles ont aussi compris que leur intérêt, c'est d'investir localement dans la mise en évidence, l'enrichissement du local. Parce que si elles contribuent au local, elles peuvent en faire bénéficier. Alors, je ne sais pas, à nouveau, l'exemple d'Ubisoft, ce n'est pas une entreprise québécoise, Ubisoft, c'est une entreprise française, mais a investi considérablement dans le local québécois, considérablement, et donne un peu l'exemple, mais ils ne sont pas le seul. Peut-être que Airbus aurait envie de le faire ici, peut-être également qu'Alstom aurait envie de le faire. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises multinationales qui aujourd'hui sont prêts à changer leur regard vers davantage d'investissement local, vers davantage de care local. Et je crois que c'est intéressant. Et ce sera de plus en plus le cas. Donc oui, l'un et l'autre s'équilibrent. Bien sûr qu'il faut avoir des entreprises locales, c'est très important, mais la complicité avec des multinationales ouvertes peut être aussi très, très, très intéressante. L'envie de venir à Montréal et d'y investir, au sens d'investir localement. Quand on regarde, tout part du projet de société aussi. Puis société de communauté, tantôt on parlait du bien commun. Si le projet de société est bien défini, le projet de quartier,
bien, ce projet-là peut être aussi porteur pour un petit commerçant local ou une entreprise locale, qui peut être porteur pour une grande entreprise qui vient s'installer. Puis je me souviens, euh, quand j'étais à Paris l'automne dernier, il y avait une chaîne de quincaillerie française dont le concept de shop, qui était des petits ateliers, un magasin boutique avec un atelier à l'intérieur pour que les gens de la communauté dans le quartier puissent venir fabriquer des choses sur place. Et c'était devenu vraiment une espèce On a encore un petit problème de Wi-Fi. multinationale française. Oui, vraiment désolé, j'ai beaucoup de trafic à la maison aujourd'hui. Non, mais ça arrive, ça arrive. Ils ont été capables de faire un projet commun pour le quartier, mais je pense que c'est le projet de quartier qui prime en premier. Une entreprise qui viendrait s'installer avec dans le mauvais quartier n'aurait pas de traction et dans un autre quartier, parce que le projet est différent, aurait de la traction. Fait que tout ça peut cohabiter ensemble, mais c'est comme c'est un épice de plus dans la sauce. Mm-hmm. Puis comme tu le disais, tu pars de la vision qu'on veut donner à un quartier. Je réouvre. Donc, Stéphane, avant-dernière question, il nous reste 9 minutes. Il y a une question que je me suis gardée là. Stéphane, à toi, Stéphane Ricoul, donc une nouvelle question. Oui, ben, en fait, j'aurais aimé que les autres aussi posent des questions live, sinon je vais vraiment avoir l'air du gars fatigant. Mais il y a une séquence dans le déconfinement, il y a une séquence géographique qu'on voit l'Asie, puis l'Europe, puis nous aujourd'hui. En fait, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que il y a une espèce de benchmark qui existe des différentes villes résilientes à travers le monde et est-ce qu'il y a des exemples qu'il faut mettre en valeur et qu'on pourrait appliquer facilement ici? Le benchmark, bien sûr, il va être très différent parce que chaque ville a ses caractéristiques. Ce qui s'est passé en Chine, par exemple, est un exemple de pays où tout est sous contrôle et contrôlable immédiatement et très, très facilement. Et donc, comment dire, le résultat a été peut-être finalement impressionnant. On n'a peut-être pas tous les chiffres encore, mais c'est dû aussi à comment dire, à un contrôle local qui est des fois insupportable, y compris la reconnaissance faciale, etc. Enfin, on peut imaginer. Et donc, on touche des problèmes qui sont justement des problèmes de qu'est-ce que l'on veut prioriser dans les villes. Mais c'est clair que ces villes-là ont été des villes très, comment dire, remarquables en tout cas sur le plan de la manière de traiter le coronavirus. Il y a d'autres villes qui sont assez remarquables. J'ai cité le cas de Vilnius, c'est assez remarquable. C'est-à-dire que là, on respecte toutes les... Mais la manière de faire fait qu'on trouve des solutions élégantes à la crise. Alors évidemment, il y a le problème aujourd'hui de villes comme Rio, enfin, au Brésil, où à nouveau, là, tout se cumule. C'est-à-dire que dans le coronavirus, dans la crise, les deux points faibles du Brésil, c'est à la fois le système de santé et puis c'est évidemment les favelas de Rio, de Sao Paulo, etc. Tout se cumule. Et en plus, avec évidemment un dirigeant qui... Bon. Et donc, on a ici des exemples de villes où on a pratiquement les conditions extrêmes parce que justement, les maillons faibles n'ont pas été préparés, préservés, on ne peut plus intervenir dessus. Et là, je dirais, les choses disparaissent. On est dans une position qui est évidemment très loin de celle-là. Et donc, oui, il y a un benchmark qui fait qu'il y a certaines villes qui ont réussi, mais d'une manière peut-être trop dogmatique. Des villes qui ont évidemment des échecs considérables. Des villes finalement dont on est un peu surpris je dirais, de la mauvaise performance. Je prends la ville de Stockholm, où tout le monde, les yeux rivés sur Stockholm, mais en fait, les résultats où on a laissé finalement le coronavirus en quelque sorte se propager sans prendre de responsabilité particulière. Donc, on a effectivement un benchmark qui est très, très, très différent les uns des autres. Je dirais qu'à Montréal, on a effectivement le maillon faible qui a été les personnes âgées, qui a été un maillon vraiment très, très dur à gérer et qui n'est pas encore complètement géré.
Mais en dehors de ce maillon-là, comment dire, on est très loin d'être dans la situation la pire des villes en question. J'ai changé ma connexion. Je me suis mis Oui, sur mon téléphone. tu as été justement résilient et persévérant. Oh oui, écoute. Moi, il y a deux choses qui me viennent en tête par rapport à ça. Puis je pense que quand on regarde les fondamentales de la résilience est basée sur l'histoire de la personne, l'histoire de la ville, l'histoire. Donc, chaque personne a une capacité de résilience différente par rapport à son parcours personnel. Et le parcours d'une ville, c'est la même chose. Je pense que Patrick a mis ça dans son introduction. L'histoire de Montréal va être porteuse de la résilience de Montréal. L'histoire des Montréalais, l'histoire du Québec va être porteuse de la résilience qu'on va être capable d'avoir. Puis le deuxième élément fondamental, c'est le leadership. Est-ce qu'on a un leadership qui va nous amener dans une sécurité et une vision qui va être porteuse de la résilience, qui va être porteuse d'un espoir, qui va nourrir notre capacité, en bon français, de se revirer de bord. Puis je pense qu'à Montréal, Patrick en a bien parlé, là, Montréal, on a une historique avec beaucoup puis les Québécois aussi, on a une historique avec beaucoup d'histoires pleines de rebondissements, donc une capacité de résilience intéressante. Les immigrants qui font partie de Montréal aussi amènent avec eux un bagage de résilience importante. Je le vois dans le commerce. Les commerçants d'origine ethnique présentement à Montréal sont probablement les plus dynamiques sur la réouverture des commerces. Donc, eux, ils sont déjà sur le mode garde, on part en avant, on let's go, puis on sent qu'ils sont. Puis j'enlève rien aux autres parce que je suis très fier de ce que je vois des commerçants de Montréal dans la réouverture. Mais on a senti qu'il n'était pas. Je pense que ça, c'est des facteurs de résilience. Moi, j'ai très, très confiance dans une ville comme Montréal par son histoire, par ses citoyens. Puis il va falloir que le leadership amène aussi, au-delà de la crise, là, de passer au prochain mode. Je reprends mon analogie du sous-sol. Il va falloir être capable qu'il nous fasse vivre, voir le sous-sol, le prochain sous-sol, de la façon qu'on va le construire, tu sais, puis d'avoir cette vision-là qui va être porteur d'un projet de société pour Montréal. Puis je pense que les villes qui vont réussir, moi j'aime les exemples que Patrick a donnés, les villes qui vont réussir à sortir de ça, bien, c'est les villes qui vont avoir non seulement une historique, des citoyens qui vont être mobilisés, mais aussi un projet qui va être mobilisateur pour l'avenir. Super intéressant parce que j'entends donc que Montréal est résiliente, qui était la dernière question que je me gardais de Mme Céline Bareil. D'ailleurs, c'est un honneur d'avoir une question de Céline Bareil. De tes collègues, Patrick, que je pense qu'on connaît tous. Et puis, donc, Patrick, par rapport à Montréal qui serait une ville résiliente, j'avais d'ailleurs une conversation avec un de nos clients en Europe. Je disais, bien, une des différences avec, si on prend l'Europe versus l'Amérique du Nord, c'est qu'on a été, puis je touche du bois, mais un peu protégés de différentes grandes crises, que ce soit les grandes guerres, que ce soit les grandes vagues de terrorisme, ce qui fait en sorte que les villes européennes ont démontré les villes et les citoyens européens ont eu à maintes reprises à démontrer cette résilience-là. Je pense qu'à Montréal, on est une ville qui est relativement jeune, un peuple qui est relativement jeune. Donc, on a moins eu la possibilité de le faire ou de le démontrer. Est-ce que, justement, ça devient, puis ce serait le mot de la fin sur lequel j'aimerais que vous nous emmeniez, est-ce que c'est un frein, en fait, à notre résilience, à la résilience de Montréal? Le fait que c'est un peu il y en a eu, là, mais on n'en a pas eu autant que d'autres peuples, finalement, à passer à travers des grandes crises. C'est curieux parce que quand j'ai regardé un peu l'histoire de Paris et puis je comparais avec Montréal, j'adore ces deux villes, évidemment. Je me suis dit, oh là là, Montréal vraiment a échappé à beaucoup de catastrophes. Hein. Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu des incendies, bien sûr, il y a eu des crues, il y a eu des épidémies, mais comparé aux catastrophes successives qu'a connues Paris. Et donc, il y a effectivement, je ne veux pas dire une habitude, un apprentissage de la résilience à Paris qui est peut-être supérieure à celui de Montréal, mais c'est intéressant, c'est-à-dire cette reconstruction de la joie collective à Paris est souvent impressionnante. En revanche, je crois que Montréal a un atout considérable par rapport à toute forme de résilience, c'est une cohésion sociale qui est exceptionnelle.
c'est une cohésion sociale qui est exceptionnelle, en moyenne, hein, je veux dire, mais la cohésion sociale qui existe à Montréal, c'est quand même le cœur de la résilience. Et ça peut expliquer qu'on est capable de réagir à beaucoup de choses. C'est une ville où il y a un respect mutuel, je dirais, assez nettement supérieur à ce qui se passe dans plein d'autres villes. Et donc, c'est un atout considérable de résilience. Stéphane, un peu le mot de la fin par rapport à ça. Comment tu vois justement, est-ce qu'on a des atouts par rapport à la résilience? Moi, complètement, pour compléter ce que je disais tantôt, je pense qu'on a un parcours de ville, puis c'est vrai que Paris, sur ses centaines d'années d'histoire, un peu d'avance sur Montréal, mais à travers ce qui s'est vécu à Montréal, puis au Québec. Je pense que globalement, il y a une fierté de Montréalais. Il y avait déjà des projets en place, puis il y a déjà des éléments émergents qui étaient là, qui étaient présents. Je pense qu'ils vont prendre de l'accélération pour revenir à mes points du début. Et je crois que Montréal a plus que jamais sa place dans l'échiquier nord-américain au niveau de toute sa saveur, sa culture, son rôle euro-américain qu'il va jouer. Et je pense que comment on a réussi à intégrer au fil de toute l'histoire de Montréal différentes communautés. Puis quand Patrick disait on a une espèce de collectivité à Montréal, ça a été notre capacité d'intégrer des gens qui sont venus de partout dans le monde à travers des centaines d'années d'histoire. Et je pense ça vient tisser Montréal d'une façon... Il y a des communautés dans Montréal qui sont très résilientes elles-mêmes. Et je pense que ces communautés-là, la somme des parties va être plus grande que le tout. Moi, je suis très confiant qu'on va ressortir Montréal comme si on prend Montréal il y a 20 ans, là, on était vraiment dans un Montréal qui était moribond, qui était au Canada... qui était économiquement faible. Et là, on a réussi à émerger des nouvelles choses. Moi, je suis convaincu que ça va être porteur d'un beau projet à Montréal là, pour le futur. Moi, je suis très optimiste, autant par rapport au commerce. Je pense que je suis de nature lucide et optimiste. Fait que je comprends que la situation est quand même critique présentement à plusieurs égards, mais je pense qu'il y a un beau projet qui va émerger de ça dans les prochaines années pour Montréal. Super. Ben, écoutez, messieurs, Patrick, Stéphane, je vous remercie beaucoup. Je pense que tout le monde là, qui a été sur le webinaire aujourd'hui, l'open mic, excusez, c'est pas un webinaire, en retient énormément. J'ai pris beaucoup de notes. J'en retiens clairement, par contre, évidemment, le respect, l'importance du leadership, d'avoir des valeurs communes et un des atouts que nous avons est la cohésion sociale qu'il y a à Montréal et je pense au Québec aussi. Alors, encore une fois, je vous remercie énormément. À chaque personne qui était là, ben, vous allez recevoir un sondage d'appréciation. Hein, c'est la 2e édition. On veut être sûr, on veut apprendre, on veut s'améliorer à chaque fois. Alors, je vous remercierai de le remplir, de nous le renvoyer par la suite. Alors, encore une fois, je vous remercie. Une bonne fin d'après-midi chaude. Allons prendre l'air, même s'il est un peu humide, ça fait du bien. Hey, merci, Olivier. Salut. Un grand plaisir, merci. Bye tout le monde.